Mesdames, Messieurs, mes chers amis, après le magnifique exposé de combat de Renaud Camus, mon intervention vous paraîtra sans doute un petit peu académique puisque je vais vous ramener 4 siècles en arrière. Je crois que convoquer l'histoire est toujours utile pour analyser les problèmes qui nous intéressent et je remercie les organisateurs de ce colloque de m'avoir proposé de le faire. Nous allons donc évoquer l'expulsion des Morisques, épisode de l'histoire de l'Espagne du siècle d'or. Nous sommes entre 1609 et 1614 et sur cette tranche de temps, eh bien, le pouvoir royal espagnol a organisé, planifié et réalisé l'expulsion de 300 000 Morisques qu'il considérait comme un danger d'une part et dont il considérait aussi qu'il mettait en cause l'unité de l'Espagne, l'unité politique, l'unité spirituelle de l'Espagne. Alors attention, comparaison n'est pas raison. Ces événements appartiennent à une époque très lointaine. Toute analogie automatique avec les situations d'aujourd'hui serait évidemment très exagérée. Nous sommes dans une Espagne qui a connu pendant des siècles la domination musulmane sur la majeure partie de son territoire, dans une Espagne où l'affrontement entre le monde chrétien et le monde musulman a été quasiment permanent, si l'on accepte quelques périodes de calme et puis quelques échanges que l'on peut considérés comme positifs, dans une Espagne qui a été conquise militairement et soumise pour tomber sous la botte des envahisseurs. Évidemment, les choses sont différentes en ce qui concerne la situation de l'Europe aujourd'hui, puisqu'il s'est agi d'une invasion pacifique qui a été réalisée, c'est surtout cela qu'il faut souligner, sans susciter de réaction immédiate de l'opinion, et puis surtout avec la complicité des pouvoirs politiques en place, et le programme d'ailleurs est clairement affirmé pour la suite. Alors une fois ces remarques préliminaires formulées, revenons vers l'Espagne de la fin du XVe siècle. En janvier 1492, l'étendard de l'ordre de Santiago flotte sur la Torre de la Vela qui signifie la chute de l'Alhambra de Grenade. Les rois catholiques vont entrer en vainqueur dans la dernière capitale musulmane d'Espagne. L'unité espagnole est faite. La reconquête ibérique, entamée en 722, donc près de 8 siècles auparavant dans les montagnes des Asturies, se termine à ce moment. Et cette fin de la reconquête, ce n'est pas dans l'esprit des vainqueurs la fin de la lutte contre l'islam. L'unité espagnole est faite, je l'ai dit, après cette chute de Grenade. La même année 1492 voit les rois catholiques imposer la conversion des Juifs, ce qui va aboutir au départ à l'expulsion d'environ 80 000 d'entre eux, les autres acceptant de se convertir, même si c'est pour des raisons de pure opportunité. Et il y avait un autre problème qui restait sur la table, c'était celui de la minorité musulmane importante qui restait dans les royaumes de Castille et d'Aragon. C'est un phénomène, c'est un problème qui n'est pas absolument nouveau, puisque aux diverses phases de l'histoire médiévale de l'Espagne, on a vu d'abord, sous le choc de la conquête musulmane, d'importantes minorités chrétiennes, c'est-à-dire les mozarabes, se retrouver sous la domination des envahisseurs, et être pendant longtemps, d'ailleurs, y compris dans le territoire al-Andalus, dans le territoire musulman, constituer la majorité, au moins jusqu'au Xe siècle. Pendant 3 siècles, il reste la majorité. Après, les choses vont changer. Quand la reconquête va s'opérer, dans les territoires qui sont repris à l'ennemi musulman, eh bien, il y a bien sûr des musulmans qui restent également. Ce sont ceux que l'on va appeler les moderajes. Et ils sont à leur tour obligés de subir la domination des vainqueurs. Dans les 2 cas, quand les musulmans l'emportent, eh bien, l'ancienne cathédrale chrétienne devient la mosquée. Et on aura un phénomène inverse ensuite. Sachant que toutes les fables relatives à l'aimable cohabitation des cultures et des religions, à la tolérance exemplaire qui aurait régné dans l'Espagne médiévale sous domination musulmane, évidemment, ont été quelque peu balayées par les analyses un peu fouillées des spécialistes. On sait que les minorités chrétiennes, certes, leur religion était tolérée, mais c'était à travers le statut de la dhimitude, qui était un statut pour le moins inégalitaire, et le mot est faible. Alors, les rois catholiques
catholiques, quand ils accomplissent cette reconquête, leur programme sur le long terme, si l'on peut dire, c'est de faire l'unité spirituelle du royaume, d'amener ces minorités musulmanes auxquelles on a promis dans un premier temps, et pour des raisons politiques évidemment, hein, pour faire passer la pilule de la conquête, on leur a promis qu'elles pourraient conserver leur religion, leur croyance, mais l'intention des rois catholiques, à terme, c'est de faire l'unité spirituelle du pays, de les amener au christianisme. Et le premier archevêque de Grenade, Hernando de Talavera, s'inscrit dans cette direction, puisqu'il va par exemple faire publier par l'un de ses clercs une grammaire et un dictionnaire du dialecte grenadin pour que les clercs chrétiens puissent venir faire du prosélytisme, convertir petit à petit les musulmans. Donc on prévoit les choses dans un premier temps, dans une certaine durée, plus ou moins à long terme. Là-dessus, l'Inquisition qui a été créée par les rois catholiques en 1478, je parle de l'Inquisition espagnole, là, eh bien, elle est dirigé par un certain Thomas de Torquemada, qui, lui, en rajoute, se veut plus exigeant et entend obtenir une conversion plus rapide. Les rois catholiques vont rester mesurés pendant longtemps sur ce point, au moins jusqu'en 1499, et sous l'influence de leur célèbre ministre, le cardinal d'Espagne, de Monterland, Jiménez de Cisneros, ils vont finalement se convaincre qu'il est nécessaire d'avancer plus vite et d'obtenir des conversions. Ainsi, en 1499, il y a 4000 baptêmes forcés, par exemple, des musulmans. Bon, ensuite, quand on arrive dans les années 1520, des épidémies de peste font que les Espagnols, les Castillans accusent les musulmans, qu'on appelle maintenant les morisques, d'en être responsables. Scénario classique dans ce genre de situation. Vous avez une révolte en 1520-1522 dans la région de Valence qui fait un peu égo à la révolte des Comuneros de Castille contre le nouveau souverain Charles Quint qui vient de s'installer avec sa cour flamande. Et lors de cette révolte, eh bien, les insurgés se tournent contre la minorité morisque, à laquelle on reproche en plus d'être protégée par la grande aristocratie foncière, parce qu'il s'agit d'une main-d'œuvre à bas prix qui fait concurrence évidemment à la main-d'œuvre espagnole. Alors, à ce moment-là, Charles Quint va décider de formaliser davantage la volonté royale de réaliser l'unité religieuse du pays, et cela sera fait en avril 1525 exactement. Il est admis que les enfants de musulmans doivent être baptisés, que les mosquées doivent être transformées en églises, et que la seule option pour les intéressés, c'est soit la conversion, soit le départ, ce qui s'est un peu passé avec les Juifs en 1492. Bon, il y a même un décret d'expulsion qui est promulgué à la fin de 1525. Alors, il faut bien préciser dans ce cas que la démarche ici est avant tout religieuse. Vous avez un auteur qui s'appelle Rodrigo de Zayas qui a publié un livre intitulé Un racisme d'État, le pouvoir espagnol contre les morisques. Parler de racisme n'a absolument aucun sens. Il suffit que les intéressés acceptent le baptême et puis la question est réglée, à condition qu'ils ne continuent pas clandestinement, évidemment, à pratiquer leur religion d'origine. Alors, quand ces décisions sont prises en 1525, il y a quelques réactions de musulmans intransigeants qui vont partir. Ça a souvent été le cas au cours de la reconquête. Dans les régions reconquises, les musulmans se repliaient vers les zones restées musulmanes. C'est ainsi que le royaume de Grenade, le royaume nasride, s'est considérablement renforcé à partir du XIIIe siècle. Et quand Grenade est tombée, beaucoup de musulmans grenadins sont partis au Maroc pour ne pas rester sur une terre reconquise par les chrétiens. Donc il y en a qui vont s'en aller. Il y a quelques rebelles qui vont même prendre le maquis dans la Sierra del Espadan, dans la région de Valence toujours, et puis l'affaire sera réglée assez rapidement en 1526. Mais en même temps que des décisions très claires sont prises donc dans le sens d'une conversion rapide, immédiate, Charles Quint se veut prudent, avec d'ailleurs l'encouragement du pape Clément VII, qui a eu quelques difficultés. On se souvient du sac de Rome, mais il y a eu la réconciliation ensuite, et il prévoit que les choses puissent se faire de manière très progressive.
un certain nombre de mesures qui témoignaient manifestement de la fidélité des intéressés à leur foi antérieure ont été reportées. On n'a pas exigé que les morisques changent leur costume, par exemple. Hein. On leur a laissé 40 ans pour le faire. Il y avait une période, un délai prévu de 40 ans pour que l'assimilation puisse se réaliser progressivement. Même chose en ce qui concerne la langue. On les a laissés pratiquer leur langue, hein, l'al-Arabia, dont on a fait notre charabia ensuite, qui va être un mélange de castillan et d'arabe. Alors, du coup, on a cette réalité morisque qui persiste, avec une société différente qui vit à l'intérieur de la société espagnole chrétienne. Comment se présente la géographie de l'Espagne morisque? Le grand historien Henri Lapeyre a fait sa thèse sur ce sujet. Il y a à peu près 300 000 morisques en Espagne à la fin du XVIIe siècle, dans un pays qui compte 8 millions d'habitants. Voilà, pour ce qui concerne le rapport en termes démographiques. Ces morisques qui continuent de fait de fonctionner selon le modèle islamique, même s'ils le font de manière plus ou moins discrète, mais qui en tout cas sont à l'évidence totalement réfractaires à l'assimilation attendue par les rois catholiques. Il y a deux sociétés antagonistes qui coexistent en Espagne à partir de ce moment. Alors où sont-ils? L'Andalousie, bien sûr, hein, Grenade en priorité, ces régions qui avaient été très fortement islamisées, la région de Valence également, la vallée de l'Èbre, certaines régions comme l'Extrémadour, certains coins particulièrement de l'Extrémadour, où il y a carrément des localités qui sont entièrement peuplées de morisques et où se sont organisées pour constituer un pouvoir politique complètement autonome. C'est le cas par exemple de la bourgade de Hornachos. Et quand ils seront chassés, ceux-là, ils se replieront sur le Maroc et à partir de Salé, ils vont devenir de redoutables pirates qui vont pousser des raids jusque sur les côtes de France et d'Irlande même. Hein. Donc voilà en gros la géographie de l'Espagne morisque. Le nord, le nord-ouest ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont jamais été de fait dans l'Espagne musulmane à l'époque de sa grandeur. Hein. Les centres de gravité de l'Espagne musulmane, ça a été Grenade, ça a été Cordoue, Séville, Saragosse, au nord-est dans la vallée de l'Èbre, mais jamais les terres de Vieille Castille, d'Asturie ou de Galice, évidemment. Alors, ces morisques, qui sont-ils? Souvent des gens de peu, travailleurs agricoles, colporteurs, travailleurs manuels, maçons par exemple. Vu leur situation, eh bien, on peut se permettre de les payer un peu moins cher que les Espagnols chrétiens, ce qui fait que certains trouvent leur compte à leur présence. Il reste quand même une aristocratie musulmane à Grenade, hein, où la ville avait une société musulmane très nombreuse, très riche, très évoluée à l'époque de la conquête. Hein. En fait, dans Grenade, il y a deux villes pratiquement qui coexistent, hein, qui sont même séparées de fait sur le plan topographique entre la partie musulmane et la partie chrétienne. Alors, pendant toute cette période, l'Inquisition est chargée de traquer les morisques qui continuent à pratiquer leur religion clandestinement, ou pas très clandestinement d'ailleurs, et c'est assez facile de constater qu'ils respectent les tabous alimentaires musulmans, qui ne mangent pas de porc, ne boivent pas de vin, et puis respectent le jeûne du Ramadan, par exemple. Sur le plan vestimentaire, c'est pareil. On a même des cas de certains morisques qui sont même allés en pèlerinage à la Mecque. Alors, on a beaucoup exagéré la répression conduite par l'Inquisition. Bartholomé Benassar et ses élèves ont fait justice de tout cela, puisqu'en l'espace d'un siècle, l'Inquisition a instruit dans le royaume de Grenade, où il y avait 150 000 musulmans, l'Inquisition a instruit à peu près 1500 enquêtes en tout et pour tout sur un siècle. Donc c'est dire qu'il ne faut pas exagérer la répression qui s'est abattue sur les pratiquants clandestins de la religion musulmane. Alors il y a un problème quand même avec ces morisques, c'est que nous sommes là dans une époque au XVIe siècle où l'Espagne est en lutte en permanence contre l'ennemi ottoman, hein, ou l'ennemi barbaresque. Hein, on sait ce qu'il
qu'il en est. La puissance ottomane est un péril mortel pour l'Occident. On connaît le sac d'Otrante dans le sud de l'Italie en 1480. On sait ce qu'il en sera ensuite. La résistance de Malte en 1565, la bataille de Lépante en 1571, les tentatives de Charles Quint réussies à Tunis, malheureuses à Alger. La Méditerranée, comme le disait Braudel, est à l'époque le cœur violent du monde, où s'affrontent pour l'essentiel les flottes d'Espagne, de Venise, de principautés italiennes, et puis de l'Empire ottoman. Et dans ce contexte-là, eh bien, les Morisques sont perçus comme une cinquième colonne, le terme viendra plus tard, mais comme des ennemis de l'intérieur qui suscitent évidemment la méfiance, voire la haine des autres, Espagnols. Et de fait, tout cela correspond à une certaine réalité. Ces Morisques, ils ont le sentiment de la défaite subie à la fin du XVe siècle, de la perte de Grenade, de la perte de l'Espagne, et ils attendent des victoires ottomanes la possibilité, l'opportunité de leur grande revanche. D'autant qu'en 1519, Alger est passé indirectement sous la coupe du sultan ottoman. À partir d'Alger, des raids barbaresques sont lancés vers les Baléares, vers les côtes d'Espagne. Il y a donc une menace qui est de fait pratiquement permanente sur ce plan-là. En plus, ces Morisques, ils ne se contentent pas toujours d'une sorte de résistance passive. Il y a des soulèvements. Nous en avons en 1502 à Grenade, en 1526 à Valence, nous l'avons vu. Il va y avoir beaucoup plus grave. C'est un épisode très peu connu en France, c'est la deuxième guerre de Grenade en 1568-1571 qui va être une véritable guerre, extrêmement dure, extrêmement violente. En effet, Philippe II a tenu, les 40 années que j'évoquais tout à l'heure étant écoulées, à appliquer les décisions prises par Charles Quint en 1525, et cela va susciter un soulèvement massif dans le royaume de Grenade, pas à Grenade même, mais plutôt dans la région d'Almeria, plutôt dans les montagnes des Alpujarras, mais un soulèvement d'une violence inouïe. C'est une guerre de religion totale. Les insurgés s'en prennent en particulier à tout ce qui peut représenter l'ordre chrétien, les prêtres, les couvents, les églises, etc. Le grand historien Julio Caro Baroja a comparé même les déprédations, les massacres, le vandalisme de l'époque à ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la guerre civile espagnole du fait des actions anticléricales, des anarchistes, etc. Et cette guerre de Grenade, elle mobilise des troupes importantes. On va voir les plus grands chefs militaires d'Espagne d'alors. Ce n'est pas une simple opération de maintien de l'ordre qui sont engagés, le marquis de Montera et surtout Don Juan d'Austria, le fils naturel de Charles Quint, celui qui sera le vainqueur de Lépante en 1571, eh bien, il est engagé avec des forces significatives pour réussir à briser cette insurrection, encore une fois extrêmement violente. Quand les insurgés s'emparent de la forteresse de Céronne, ils massacrent toute la garnison et ils vendent les femmes à leurs amis musulmans d'Alger. Les insurgés, ils reçoivent par le petit port de Sorbas de l'aide en provenance d'Afrique du Nord. Il y aura plusieurs milliers de combattants turcs et barbaresques qui viendront leur prêter main forte durant cette guerre. Alors, en contrepartie, les Espagnols aussi ne font pas de cadeaux. Les combats de Guajar, de Galera, par exemple, voient les Espagnols massacrer les insurgés, les enfumer dans les cavernes où ils s'étaient réfugiés. C'est une lutte donc terrible, impitoyable, qui va durer jusqu'au printemps 1571. Alors les Morisques insurgés sont vaincus, ils n'ont pas pour autant dit leur dernier mot, ils vont chercher à nouer des alliances ou à chercher des appuis à l'extérieur. On en voit certains par exemple se tourner vers la France, alors ennemi de l'Espagne, essayer d'obtenir du gouverneur du Béarn des armes par exemple. On les voit établir des contacts également avec le Maroc, avec le royaume algérien de Tlemcen, parce que là aussi il y a un espoir, il faut le rappeler. À l'Andalous, l'islam ibérique avait été sauvé
du désastre au XIe siècle, au moment où la reconquête battait son plein, où Tolède venait de tomber, c'est l'irruption en Espagne des Almoravides venus du Maroc qui avait établi un nouveau rapport de force. Et après les Almoravides, les Almohades qui les avaient suivis en gros un gros demi-siècle ensuite, avaient continué la lutte et est apparu extrêmement menaçant pour les royaumes chrétiens reconquérants. Au XIVe siècle, en revanche, les tentatives des Mérinides de Fès pour soutenir leur coreligionnaires musulmans d'Espagne, elles avaient été complètement brisées lors de la victoire de Rio Salado. Et après cette victoire, jamais les Marocains ne seront en mesure de venir menacer l'Espagne chrétienne. Mais certains morisques comptaient sur ce soutien, espéraient ce soutien. Alors, ces morisques, ils renseignent même les barbaresques sur les préparatifs militaires espagnol, au point que à 2 reprises, en 1579, en 1586, on a exigé d'eux qu'ils quittent les rivages de la côte méditerranéenne, parce qu'on considérait qu'ils étaient en quelque sorte des alliés naturels de futurs envahisseurs. Tout cela en dit long sur ce que pouvaient être les relations entre les deux communautés. Le vivre ensemble n'était pas a priori acquis, on s'en doute. Je cite ici le trinitaire Pablo Aznar y la Fuente. Alors les trinitaires, c'est un ordre qui était spécialisé dans le rachat des captifs aux musulmans. Alors donc ça peut expliquer aussi l'impression que donnaient ces derniers à l'intéressé. Voici, c'est ainsi qu'il les présente. Fils et familiers de Satan, menteurs et cauteleux, nés avec le mensonge dans la bouche et le vol dans la main. La coexistence, dans ces conditions, n'apparaît pas évidemment très facile. Alors, finalement, cette situation va faire qu'au début du XVIIe siècle, le roi Philippe III, sur les conseils de son ministre, le duc de Lerme, va décider l'expulsion des morisques. En août 1609, on va décider d'organiser, de planifier l'expulsion vers l'Afrique du Nord de la minorité morisque d'Espagne. Ça va être, cette opération va être le résultat d'une préparation extrêmement minutieuse, un véritable travail d'état-major de long terme. L'armée va être mobilisée pour cela, la flotte également, et c'est une opération qui va se dérouler avec une efficacité tout à fait remarquable, car je rappelle, il s'agissait, avec ce qu'étaient les moyens de l'époque, d'expulser 300 000 morisques déployés dans diverses régions d'Espagne, celles que j'ai nommées tout à l'heure. On a d'ailleurs prévu un ordre des choses. On a commencé par la vallée de l'Èbre, où ils étaient nombreux, la partie la plus au nord-est du pays, ensuite la région de Valence, ensuite l'Andalousie proprement dite, et on a terminé avec les populations de la région de Murcie. Alors, ces morisques, qu'en fait-on? Ils sont transportés par bateau. Il y a une noria de bateaux entre Carthagène, le grand port de la côte Est, et puis Oran. Oran qui est une possession espagnole depuis 1509. C'était un souhait d'Isabelle la catholique, conseillé également par Cisneros, de porter au-delà de l'Espagne la lutte contre l'islam, d'installer des présidios sur les côtes d'Afrique du Nord, qui devaient être en quelque sorte des têtes de pont pour reconquérir ces pays et les ramener au christianisme. Vœu pieux, d'autant que l'Espagne va avoir toutes ses forces mobilisées dans le même temps, à la fois pour la conquête du Nouveau Monde, à la fois pour la lutte contre les Valois. Elle va être impliquée indirectement dans la guerre qui oppose Charles Quint en Allemagne aux protestants, sans parler de la lutte contre les Turcs en Méditerranée. Donc cette politique, évidemment, trouvera ses limites, mais Oran restera espagnol jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec une toute petite période au cours de laquelle la ville sera perdue. Alors ils arrivent donc, ces morisques, en Afrique du Nord. Ensuite, ils vont se disperser dans le Maghreb et pour un certain nombre d'entre eux dans l'Empire ottoman. En tout cas, l'opération est terminée, elle s'est passée tout à fait dans l'ordre. Il y a eu du fait de la population locale, quelques tentatives
de pillage, mais l'armée a rétabli l'ordre rapidement. Et le 20 février 1614, eh bien, le comte de Salazar, qui était le grand patron de l'opération, peut rendre compte au Conseil royal que l'opération est terminée. Alors, évidemment, cette expulsion des Morisques, vous imaginez comment elle est interprétée aujourd'hui selon la grille de lecture de ce qu'on pourrait appeler l'historiquement correct. Il faut dire qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Hein. Je cite par exemple ce qu'en disait Ramón Menéndez Pidal, qui a été l'artisan d'une gigantesque histoire d'Espagne en plus de 40 volumes, qui est vraiment l'œuvre majeure en matière d'histoire espagnole en son temps, l'équivalent de ce qu'a été pour nous l'histoire de France de Lavis. Hein. Que disait donc Menéndez Pidal à propos de cet épisode ? Après de nombreux siècles de voisinage forcé avec les chrétiens, cette race exotique ne s'était jamais intégrée à l'Espagne, ni à sa foi, ni à ses idéaux collectifs, ni à son caractère. Les Morisques ne furent jamais assimilés et vivaient comme un néoplasme cancéreux dans la chair espagnole. Alors vous imaginez le pauvre Menéndez Pidal parlait... Oui, mais le pauvre Menéndez Pidal, par les temps qui courent, il aurait lui aussi affaire sans doute à la justice de notre pays, en laquelle, comme chacun sait, nous avons la plus grande confiance. Hein. Alors, évidemment, il faut surtout se garder, et je conclurai sur ce point, il faut surtout se garer dans cette affaire de tout anachronisme. Et Joseph Pérez, grand spécialiste de l'histoire de l'Espagne, l'a montré à l'évidence, Bartholomé Benassar aussi, ou Henri Lapeyre, le premier spécialiste français des Morisques, qui nous explique que juger de la légitimité ou de l'opportunité de l'opération au nom de principes étrangers à l'époque, évidemment, est une entreprise inutile. Comme on le voit, les interprétations de certains épisodes historiques, les représentations qu'elles engendrent, ce sont des choses mouvantes, ce sont des choses qui évoluent au fil du temps, et ce qui veut dire que les lectures actuelles de certains épisodes de ce type ne sont pas fatalement vouées à faire la loi pour l'éternité. Je vous remercie de votre attention.